Merci d'être fidèle au rendez-vous de réussite d'entreprise et on finit l'année avec l'un des lauréats régionaux de la victoire des autodidactes. Bac en poche, il ne fera qu'une première année de Sciences Éco à l'université avant d'enchaîner les métiers, puis de se fixer sur la promotion immobilière dans les bureaux et la logistique. Il a réalisé ces derniers temps des sièges emblématiques, Alstom, Adecco et Blédina tout récemment. Didier Codard-Brail, PDG de DCB International, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors ce ne sont que quelques exemples de réalisations parmi beaucoup d'autres. Vous nous parlerez aussi du projet d'Arena Asvel, de l'incubateur Bel Air Camp à Villeurbanne aussi, de ce que vous comptez faire également du double mixte. On évoquera également votre passion pour la moto et l'aviation. Vous nous direz aussi ce que sont les qualités des autodidactes, vos réactions sur les réseaux sociaux avec le hashtag réussite d'entreprise. Mais tout de suite, retour sur vos premiers pas professionnels. Codard-Brail, on peut le dire, vous êtes un vrai Lyonnais, parcours scolaire classique dans le 6e arrondissement. Oui, enfin, alors je suis né à Paris dans le 14e, mais je me considère quand même comme un vrai Lyonnais, parce que je suis arrivé, j'avais 5 ans, et c'est vrai que mon père était lyonnais, mon grand-père était lyonnais, donc c'est vrai que j'étais ma parisianité était un petit accident de parcours, mais voilà. Donc je me suis rattrapé après et j'ai fait en effet toutes mes études à Lyon. Alors études supérieures, 1 an, Sciences Éco. Oui, je me suis pas étendu sur mes études supérieures. 1 an, ça m'a paru suffisant. C'était pas votre truc, voilà. C'était pas mon truc. Non. Alors vous dites qu'au même moment, vos amis brillent en médecine, en droit. C'est difficile à avaler à l'époque ? Ouais, c'est un peu difficile parce que c'est vrai qu'on on a le bac en poche, finalement on se dit que l'avenir nous appartient et puis on se rend compte que, enfin, en tout cas pour ma part, je n'étais pas réellement formaté pour faire des grandes études universitaires ou d'études supérieures d'une façon générale. J'étais pas fait pour ça et d'ailleurs je me rappelle d'ailleurs toujours j'étais à Lyon 2 en première année de sciences économiques et je passais mon temps à écouter les intervenants syndicalistes, étudiants, etc. Pas que je leur en veuille particulièrement, mais j'avais déjà du mal à me concentrer, mais alors là, vraiment, c'était pas possible. Alors, c'est l'armée qui va vous redonner confiance, puisque ça se passe plutôt bien, votre service militaire et... Alors c'est vrai, l'armée, ça a été un moment d'exception, et c'est pour ça que je dis toujours, mais quand est-ce qu'on va remettre un service militaire en France ? Parce que c'est vrai que cette armée, elle m'a redonné confiance. Alors, vous savez, c'était l'époque des tests, alors on faisait des tests, et moi j'ai eu la chance de passer des tests au quartier Général Frères. Donc vous avez fait les EOR Absolument, et j'ai fait ensuite les EOR, l'école d'officiers de réserve, et qui m'a amené à l'école d'application de l'infanterie à Montpellier, où j'étais officier de réserve et donc je suis parti comme officier, comme lieutenant de réserve, à l'époque on appelait ça aspirant, à Lunéville, très belle bourgade de l'Est de la France. Et après vous allez enchaîner une liste impressionnante de métiers. Vous dites même une cinquantaine, je ne sais pas si vous êtes arrivé à 50, mais pas tout à fait. Oui. Les vendeurs de motos, Adecco, vendeurs d'accessoires de mode pour femmes. Oui, des Kiss, Talon Express, j'ai de la vente d'isolation par l'extérieur en porte-à-porte dans les maisons de l'Est lyonnais. Oui, j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup de métiers. Je dis souvent qu'il y a que les encyclopédies universalistes que je n'ai pas vendues en porte-à-porte, mais c'est vrai que c'était une période où j'ai fait beaucoup de choses. Alors je considère quand même que le commerce et cette approche de la vente, même si elle est un peu dure, elle est un peu difficile, et quand on est jeune, c'est pas évident, mais sincèrement, c'est un bel apprentissage de la vie. Alors vous allez faire un premier passage dans l'immobilier chez Bourdet, aujourd'hui CBRE, et l'écoute du client, ça vous plaît ? Oui, c'était amusant parce que je travaillais un tout petit peu dans l'immobilier à l'époque. Je vendais j'étais agent commercial en vendant des maisons individuelles. Et je voyais toujours ces panneaux qui commençaient à fleurir d'immobilier d'entreprise. Et ça me rendait excessivement perplexe. Et je me disais quand même, c'est intéressant. Vendre du bureau, tout ce métier-là qui c'était nouveau dans les années 80. Le bureau, c'était quelque chose de totalement nouveau. Le bureau, c'était du rez-de-chaussée et du premier étage. Il n'y avait pas encore beaucoup d'immeubles de bureaux. Mais je sentais qu'avec un bout de vision, qu'il y allait avoir un marché
marché hyper important. Et là, vous créez votre première entreprise, Foch et Associés, et puis patatras, la guerre du Golfe arrive. Ah oui, Foch et Associés et la guerre du Golfe. Oui, je reconnais que j'avais autour de moi une petite équipe super sympa et malheureusement, on n'a pas été aidé par les événements, la tempête du désert. Et voilà, donc on a été obligé de s'arrêter un peu rapidement, mais bon... Et là, vous décidez de partir faire un tour du monde en famille, c'est ça? Du côté de Singapour, oui, précisément oui, mon épouse était à l'époque chez Air France et puis elle a décidé d'arrêter Air France. Elle a eu la chance d'avoir, vous savez, chez Air France, on a des billets gratuits, les GP, et ça c'est super sympa. Et donc on est parti, en effet, avec nos 2 filles à Singapour, rejoindre un ami qui nous avait dit... il y a beaucoup de choses à faire là-bas et nous, on pourra monter peut-être une chaîne de restaurants sur Singapour. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, ça marchait très très fort. Et là, vous apprenez que le MIPIM, le salon des professionnels de l'immobilier, cherche à créer le MIPIM Asie et vous postulez. Et je postule, et c'est assez amusant parce qu'on revient en France en se disant finalement l'Asie ne nous a pas forcément apporté ce qu'on attendait. Et puis voilà, donc j'ai postulé et enchaînement des fêtes, ça s'est plutôt bien passé. Et puis voilà. Alors il y a cette petite histoire qui est drôle, l'entretien est en anglais. Oui, l'entretien est en anglais. Et vous réalisez que vous ne maîtrisez pas tellement l'anglais. Je ne maîtrise pas du tout l'anglais. J'ai un anglais scolaire à la française et on sait ce que ça veut dire. Et alors là, donc, vous allez préparer de façon... je ne suis pas très très bon en anglais, clairement, à cette époque-là. Et j'ai une amie de mon épouse qui était anglaise et qui m'a appris par cœur, qui m'a fait apprendre par cœur. Et qui vous dit, voilà les questions qu'il va y avoir. Voilà, ce qu'il faut répondre. Voilà, ton intervieweur est anglais, donc il va te poser des questions sur ta famille, sur ce que tu vis, voilà. Donc j'ai appris 20 questions-réponses par cœur. Voilà. Et vous les resservez au bon moment. Je les resserre au bon moment. Et vous êtes pris. Voilà, voilà. Didier, are you married? Yes, I'm happily married. I'm 100% with my wife. Et je me rappelle de ça parce que ça a été quand même un peu magique. Voilà, c'était fantastique. Et ça fait partie aussi de l'autodidacte. Et alors là, MIPIM Asie et puis MIPIM America aussi. Alors MIPIM Asie en 97 et puis ensuite 98 MIPIM Americas. Je pars à Miami Beach et là, bon, c'est un peu mon rêve américain parce que quand on parle pas anglais, bien évidemment, on est toujours un peu assez impressionné par les États-Unis. Et puis, au bout de 6 mois, j'étais un peu quasi courant, hein, donc je parlais couramment puisque je ne parlais qu'anglais toute la journée. Et donc, voilà, je suis parti aux États-Unis et c'était vraiment une très très belle expérience professionnelle. Là, vous n'arrêtez pas, donc l'Asie, Nord-Amérique, vous êtes basé à Paris, et puis au bout d'un moment, Lyon vous manque, votre famille vous manque. Oui, ma famille me manque. Je vais revenir à Lyon. Que c'était un peu comme dans la chanson de Luc Plamondon, tous les Hilton de la Terre, c'était ma résidence secondaire. Et c'est vrai que j'en avais un peu marre. On a beau vivre dans des 5 étoiles ou d'être toujours dans des avions en classe affaires, ça suffit pas. Je veux dire que on se rend compte que le ciment de la famille, c'est quelque chose d'indispensable. Et là, vous dites donc je rentre, et vous dites à votre femme, je vais recréer une entreprise. Oui, je dis à ma femme, je vais recréer une entreprise, et puis j'attends un petit peu sa réaction, et puis elle me dit, Banco, on y va, allez. Et c'est parti. Et donc, j'ai créé cette structure de conseil, à l'époque, qui s'appelait DCB International, puisque... Un premier terrain, donc, à Sainte-Foy-les-Lyons, 500 mètres carrés? Oui, alors ça, c'était au bout de 2 ans, mais oui, en effet, ma première opération de promotion, c'était à Sainte-Foy-les-Lyons, pour faire une petite opération de 500 mètres carrés. C'était vraiment une toute petite opération, un peu pour me faire les dents sur ce métier. Et ça se passe plutôt pas mal. Voilà, l'aventure est partie, avec l'aide notamment de Bertrand de Lagarde. Bertrand de Lagarde, qui a été mon premier architecte, qui est un excellent ami et qui m'a fait confiance et avec lequel on a fait la première, la deuxième, la troisième opération. Et puis ensuite, on a fait Alstom, qui est une opération de 40 000 mètres carrés. Alors, on va découvrir en quelques chiffres ce qu'est DCB International aujourd'hui. C'est 26 collaborateurs. En 2016, c'est peut-être encore un peu trop tôt pour avoir les chiffres 2017, c'était 132 millions d'euros de chiffre d'affaires. 3 implantations, Lyon, Paris, Milan. Et puis, donc 110 000 mètres carrés de bureaux en développement, 150 000 mètres carrés de logistique, et puis 450 000 mètres carrés d'actifs immobiliers en gestion. Oui, c'est
On va dire que c'est des chiffres qui bougent beaucoup, hein, mais globalement, ça vous donne une petite idée de nos affaires. Alors, bien évidemment, en immobilier entreprise, on est très connu pour être un peu des gens spécialistes du bureau, comme d'autres d'ailleurs à Lyon, puisque c'est vrai qu'à Lyon, on a la chance d'être sur un terreau excessivement fertile en termes d'immobilier tertiaire, mais pas que, hein, je veux dire, on s'intéresse aussi à l'immobilier logistique et à la gestion immobilière. Et une croissance quand même assez soutenue ces dernières années, on peut le dire, hein. Oui, une croissance soutenue, on est très content. Bon, l'idée, c'est pas d'aller toucher le ciel, hein, l'idée, c'est aussi de continuer dans les valeurs qui sont les nôtres chez DCB International, hein, c'est-à-dire... Ces valeurs, quelles sont-elles? On va dire une grande humanité. Bon, c'est vrai que j'ai souvent un petit côté un peu paternaliste, mais on va dire un peu paternaliste du 3e millénaire. L'idée, c'est aussi de laisser énormément de liberté à l'ensemble de nos collaborateurs et puis voilà, de faire en sorte que chacun s'épanouisse dans son travail. Alors, des réalisations et des projets emblématiques, hein, on va voir tout ce que vous avez fait, enfin, on ne va pas tout citer, mais en citer quelques-uns. Hein. Donc, il y a notamment Alstom, vous l'avez évoqué, Adecco, et puis tout récemment, donc, Blédina, Danone Africa. Et puis cet incubateur, Bel Air Camp. Oui, alors bon, c'est vrai que ça commence aussi beaucoup par cette opération d'Alstom. En fait, en 2002-2003, je ne me rappelle plus, on achète ce site qui fait 8 hectares sur le Carré de Soie. À l'époque, ça ne s'appelait pas vraiment le Carré de Soie, hein, puisqu'il n'y avait pas de développement économique sur ce secteur. Et puis bon, Alstom nous dit, on va avoir besoin d'un immeuble de bureau. Donc on leur a fait un immeuble de bureau avec un peu de locaux d'activité également, et 40 000 m². Je me rappelle, à l'époque, c'était la 2e plus grande opération de France à utilisateurs, après le campus SFR. Bon, on n'avait pas de bol, SFR était arrivé avant avec ses 60 000 mètres, mais c'est vrai que pour nous, c'était un déclencheur absolument exceptionnel au niveau professionnel. Alors, Alstom, on en a parlé. Adecco, Adecco, Adélie, oui, le siège national d'Adecco. Donc, on était contents parce que finalement, on les gardait sur Villeurbanne et puis là aussi, un siège national sur la région lyonnaise. C'était important parce qu'il se posait clairement à l'époque la question de savoir si ils repartaient sur Paris ou si ils allaient ailleurs. Et c'est vrai que... Sachant qu'historiquement, la naissance d'Eco, c'est ici à Lyon. C'est la fusion d'Eco et d'Adia. Hein, voilà, donc, c'était pour nous une grande satisfaction professionnelle avec l'immeuble, mais aussi... de les avoir gardés sur Villeurbanne et les avoir gardés sur la métropole lyonnaise. Et du coup, c'est vous qui allez refaire donc, l'ancien siège d'Adecco boulevard Stalingrad, et ça va être le projet Parkview. Alors absolument, on a gardé cet ancien immeuble-là, qui est un immeuble un peu obsolète aujourd'hui. Hein. Bon, c'est vrai qu'il a été fait dans les fins des années 80. Et aujourd'hui, notre projet, hein, c'est de le démolir et d'en faire un autre ensemble qui s'appelle Parkview de 22 000 m² et qui, je pense, sera la nouvelle entrée de Lyon, hein, puisque quand vous arriverez en TGV, vous arriverez directement sur cet immeuble. Et on verra ça, oui. Et on verra cet immeuble emblématique. Et ça, c'est pour quand, Parkview? L'idée, c'est de démarrer les travaux tout début 2018, hein, avec nos amis de ANF, ICAD et Crédit Agricole Assurance. Voilà. Et puis bien sûr le Blédina, le siège de Blédina à Limonest et Danone Africa, très beau projet qui vient d'être inauguré. On va en découvrir d'ailleurs quelques images. Oui, alors avec un prix en plus, un trophée au MIPIM. Au CIMI. Pardon. Voilà, bon, c'est pas bien grave. Alors le MIPIM, on va se présenter également. Hein. C'est pour ça, c'est un lapsus révélateur, voilà. On va dire. Donc on va se présenter pour le MIPIM. L'inauguration en présence de Franck Ribou, hein, qu'on découvre. Ah ouais, Franck Ribou, qui a été vraiment... Qui vient de quitter la présidence de Danone. Qui a quitté la présidence d'honneur et toujours administrateur. Ouais, et puis qui est surtout quelqu'un d'excessivement simple et très abordable. Et ça, c'est un plaisir. Je pense que c'est pour son personnel, c'est important, mais aussi pour les gens qui l'entourent. En tout cas, pour nous, il a été excessivement sympa. Donc, ce bâtiment qu'on découvre, que vous appelez Linux. Alors qu'on appelle Linux. Hein, non, pas sans raison. Pas sans raison, et en liaison un peu à
à l'organisation un peu particulière du modèle informatique qui porte le même nom, hein, donc, qui part d'un noyau central et qui crée son évolution d'une façon assez libre. Hein, voilà. Alors, dans les projets à venir, l'Arena Asvel. Alors, voilà, que nous appelons la Métropole Arena, hein, puisque c'est important. Alors, des relations très proches, bien évidemment, avec l'Asvel, avec Gaëtan Muller, avec Tony Parker, qui sont vraiment des partenaires excessivement proches. Et on espère bien qu'avec la ville de Villeurbanne, on va avoir bouclé toutes les problématiques qui sont des problématiques foncières, qui sont aujourd'hui pas complètement réglées, hein, mais sur lesquelles on espère bien que... C'est pas complètement bouclé alors qu'il est Au niveau foncier, c'est pas complètement bouclé. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que c'est une problématique pour nous, mais ça la ville quoi, de Villeurbanne sont des partenaires proches, sont des gens qui sont très attachés, hein, je crois, à la pérennité de l'Asvel, du club, et puis je pense qu'ils sont conscients du fait que cette Métropole Arena arrivera aussi pour apporter énormément de choses au niveau culturel, sportif. Ce qui veut dire que l'implantation sur le stade actuel Georges Livet, elle n'est pas définitive, elle n'est pas certaine. Elle n'est pas définitive, mais enfin aujourd'hui on travaille pour. Donc on va dire que s'il fallait donner un pourcentage, on va dire qu'à 80% de chance, on espère bien y arriver. Et puis je sais que les gens de Villeurbanne travaillent pour ça aussi. Et Jean-Paul Brett est très soucieux. Ça veut dire que le projet est un peu décalé on avait dit 2020 au départ, 2021 ? Non, il n'est pas vraiment décalé puisqu'on est dans le timing. On a juste cette négociation, qui est une négociation complexe, hein, et je sais que même pour nos amis de la mairie de Villeurbanne, c'est pas forcément simple, mais pour nous, c'est pas simple non plus, parce que, je vous le rappelle, c'est un projet totalement privé, que l'on fait sur nos deniers, avec TGL Group, qui sont parce qu'on a cru comprendre que quand ça a été présenté l'été 2016, c'était acquis, c'était fait ? Alors, c'était acquis, mais à l'époque, on était parti peut-être sur une location du terrain. D'accord. Et pour plein de raisons qui sont des raisons, je dirais, d'organisation d'investissement, parce que c'est pas si simple, et par rapport à nos investisseurs futurs, en effet, on a le besoin de s'organiser un peu différemment. Un mot sur le double mix que vous avez racheté. Qu'est-ce que vous allez en faire ? Qu'est-ce qui va devenir ? Le double mix, déjà pour l'instant, et Jacques Chalvin a fait une très belle soirée il y a quelques jours pour dire que il était toujours en activité jusqu'au deuxième semestre 2019, hein, et qu'on attend encore pas mal de nos clients. Voilà. Donc, nous sommes associés maintenant avec Jacques cette année en 2018 pour faire perdurer cette activité. Mais ceci dit, il est clair que, et avec les universités de Lyon, avec l'INSA, avec Éric Morin-Com... Qu'est-ce qui va se passer à partir de 2020, voilà. 2021 ? Donc, notre idée, c'est d'aller recréer un cœur du village au sein de cette INSA qui est en plein bouleversement. Hein. Donc, vous savez qu'il y a beaucoup de travaux d'aménagement sur le plan campus, le plan campus, etc. Et je crois que on est totalement en phase avec les universités pour créer quelque chose qui nous permette de faire entrer les sociétés ou les entreprises au sein de l'université, créer aussi un pôle commercial. Et puis apporter une résidence hôtelière qui nous permettra aussi d'être un lien et un accueil des gens qui travaillent sur le campus, des chercheurs. Un mot très vite pour finir, parce que le temps passe à une vitesse folle. Bel Air Camp, vous dites souvent, c'est la vieille économie qui rend la nouvelle Oui. Important que la vieille économie redonne un peu à la nouvelle. Oui, un incubateur, donc. Ce sont les anciens locaux d'Alstom, tout simplement. 34 000 m² au total. Je dis toujours 1000 m² de plus que Station F de Xavier Niel. Mais ça, c'est le petit clin d'œil. Mais en tout cas, c'est donc une direction faite par Pauline Sichet, donc notre directrice générale, qui fait un travail remarquable. Et aujourd'hui, en effet, c'est une immense satisfaction de se dire que les makers, tous ces gens qui travaillent sur des nouveaux projets, ont un endroit, un toit pour pouvoir développer leurs projets, surtout avec un Fab Lab de 550 m², qui est le plus grand Fab Lab privé d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Un mot sur ce prix des autodidactes, victoire des autodidactes, le dynamisme entrepreneurial, l'audace, c'est le fait que parce qu'on est autodidacte, on n'hésite pas à prendre des risques, c'est ça? Oui, ça n'empêche pas qu'on a excessivement peur et qu'on est toujours un peu stressé parce que, bien sûr, il faut de l'audace. Bien sûr, on a toujours envie d'aller plus loin. Mais bon, le stress doit être toujours en nous parce que ce stress, finalement, il guide nos pas un petit peu. Hein, et c'est un peu nos Ce prix que vous avez eu, qu'est-ce qu'il représente pour vous? C'est une vraie reconnaissance. Parce que moi, quand j'ai regardé ce prix, j'ai vu que finalement, il était aussi, alors bien évidemment, nos amis de chez Mazars, mais également Harvard. Je me suis dit, vraiment, je pourrais dire à mes copains que je suis diplômé d'Harvard. Je suis super content. Voilà. Un mot sur deux de vos passions, la moto d'un côté, l'aviation de l'autre. Alors la moto, c'est vrai, même quand il fait pas très beau, et comme en ce moment, cette semaine, je roule toujours en moto parce que c'est vrai que c'est une passion le deux roues, même si j'ai eu quelques petites frayeurs et un gros accident en 2013 qui a failli me coûter la vie, mais c'est vrai que je continue toujours. Voilà. L'idée de la liberté. C'est la liberté, c'est aussi être en direct avec l'air ambiant. C'est quelque chose qui est absolument passionnant. On passe à la question qui dérange, Didier Codard-Braille à présent. Alors Didier Codard-Braille, Condamin, La Rose, Le Gros, Codard-Braille, le quatuor majeur, sans oublier Patet. Vous répartissez le marché, la confluence pour La Rose, les tours pour Condamin, le logement social pour Le Gros et Villeurbanne pour Codard-Braille. Ouais, c'est pas faux. C'est vrai qu'en ce moment, mais moi d'un autre côté, je suis un enfant de Villeurbanne. Hein. Moi j'ai passé mon éducation rue Gervais-Bussière. Donc à la limite, je trouve ça quasiment normal. Je trouve ça presque légitime que je sois un promoteur de Villeurbanne. Et puis c'est vrai l'idée que vous répartissez le marché. Non, pas du tout. On ne se répartit pas le marché. Je dirais que les choses se font d'une façon excessivement naturelle. Comme vous le savez, j'ai des opérations. J'ai une grosse opération en cours. Ailleurs qu'à Villeurbanne, oui. Oui, sur la Pardieu. J'ai fait quand même quelques opérations sur Confluence également. D'autres sur d'autres secteurs de Lyon, sur l'ouest lyonnais, sur Rieux. Non, je crois qu'on ne se répartit pas, mais par contre, après, on a forcément des affinités les uns les autres. Mais en tout cas... Et pour réussir dans la promotion immobilière, si on n'est pas mégalo, on n'y arrive pas? Mégalo. Je pense que si on est mégalo, je crois qu'on n'y arrive pas. Je pense qu'à un moment donné, je pense qu'il faut qu'on ait de l'ambition, il faut qu'on ait de la vision, mais je ne crois pas trop à la mégalomanie. J'aime bien avoir un petit peu de recul et garder les pieds sur terre. Allez, on finit, Didier Codard-Braille, avec des questions un peu plus personnelles, le questionnaire de Proust. Alors, si vous n'aviez pas été chef d'entreprise, lequel des 50 métiers que vous dites avoir fait auriez-vous aimé exercer plus longtemps? Waouh! Si je n'avais pas été chef d'entreprise, je crois que le temps que j'ai passé en tant que conseil immobilier chez Bourdet à l'époque, CBRE maintenant, j'y ai passé vraiment des excellents moments. Je me rappelle à l'époque, quand j'ai démarré, j'ai été un des premiers à avoir mon téléphone dans la voiture. Vous savez, c'était les Matracom 2000 avec les trucs. C'était vraiment génial. J'avais vraiment l'impression d'être un peu le maître du monde. Quelles sont les valeurs auxquelles vous croyez, Didier Codard-Braille? Les valeurs, pour moi, c'est l'amitié, hein, parce que je veux dire que je suis entouré et j'ai beaucoup de chance d'amis très forts et qui me permettent d'aller plus loin. Un chef d'État qui vous a marqué? Ah, Nelson Mandela, pour sûr. Un chef d'entreprise qui vous a inspiré? Ribou, parce que c'est un Lyonnais, et puis... Franck ou Antoine? Je dirais Franck, parce que c'est plus difficile d'être le fils de son père. Un artiste que vous affectionnez? Johnny Hallyday. Alors là, il n'y a pas photo. Et je peux témoigner que vous ne dites pas parce qu'il vient de décéder, mais non, il disparaît. Non. C'est parce que bon, vous savez que j'adore faire du karaoké sur Johnny Hallyday, en chantant Tennessee. Mais vraiment, c'est quelqu'un qui a passé les générations et qui a vraiment eu du mérite parce que c'est pas si simple. Et je trouve que ces obsèques ont été, la grandeur de ces obsèques ont été totalement méritées. Votre plus grande fierté d'entrepreneur? Ma plus grande fierté d'entrepreneur,
c'est d'avoir réussi de monter cette entreprise avec mon épouse. Parce que finalement, tout le monde nous dit c'est impossible de travailler avec sa femme. Finalement, on va dire que je suis la preuve contraire. Et ça fait 17 ans qu'on travaille ensemble. On s'entend merveilleusement bien, tout se passe bien, tant au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Et c'est un grand bonheur. Quelle est votre qualité principale et votre défaut principal? Waouh, ma qualité principale, je pense que je suis assez opiniâtre. Je me bats sur les opérations, je me bats sur les affaires. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui m'entourent et les gens qui travaillent pour moi. Défaut? Sans doute quelques-unes. C'est difficile de parler de ces qualités. Hein. C'est pas évident. Et le défaut? Les défauts, je suis un peu coléreux. De temps en temps, c'est vrai que je rentre un peu en colère. Est-ce que vous avez une devise? Peut-être d'être soi-même. Ouais. Hein, je veux dire, je pense que c'est très important. Et si vous aviez un conseil à donner à un jeune qui se lance dans la création d'entreprise? Justement, c'est d'être soi-même. Et surtout, c'est de ne pas changer un iota. Parce qu'en général, on est souvent rattrapé par... quand on n'est pas soi-même, on est rattrapé par le cours du temps. Merci beaucoup Didier Cottard-Braille d'avoir été notre dernier invité. Bravo pour cette victoire des autodidactes. Très bonne fête de fin d'année. Prochain rendez-vous le mercredi 24 janvier. Merci, au revoir. Merci.